La Seconde Guerre mondiale est l'un des conflits les plus étudiés de l'histoire. Cependant, malgré des décennies de recherche, la déclassification d'archives et de témoignages, certains événements restent encore inexpliqués. Des décisions inexpliquées, des opérations secrètes, des disparitions et des événements non consignés dans les archives officielles continuent de susciter des interrogations. Certains mystères impliquent des dirigeants mondiaux, d'autres, des soldats anonymes et des missions oubliées. Dans cette vidéo, nous explorons 20 énigmes de la Seconde Guerre mondiale qui continuent de défier les historiens et que l'histoire, jusqu'à présent, n'a pas été en mesure de résoudre. Le vol en solitaire de Rudolf Hess vers l'Écosse. Dans la nuit du 10 mai 1941, alors que l'Europe était ravagée par la guerre totale, l'un des plus proches collaborateurs d'Adolf Hitler prit une décision qui encore aujourd'hui continue de déconcerter historiens et analystes. Rudolf Hess, adjoint du Führer et figure majeure du parti nazi, embarqua à bord d'un Messerschmitt Bf 110 et décolla en secret pour l'Écosse. Aucune annonce officielle, aucun ordre militaire consigné, aucune coordination avec la Luftwaffe. Il s'agissait d'un vol solitaire, non autorisé et profondément énigmatique. Hess n'était pas un personnage mineur. Dès les débuts du nazisme, il fut l'un des plus fidèles collaborateurs d'Hitler, participant au coup d'État manqué de 1923 et l'accompagnant durant son emprisonnement, où il contribua à la rédaction de Mein Kampf. En 1941, il occupait le poste d'adjoint du Führer, ce qui lui donnait un accès direct au cercle restreint du pouvoir nazi. Sa décision soudaine de voler seul en territoire ennemi était, en soi, presque inconcevable. Hess prévoyait de rejoindre l'Écosse pour établir le contact avec des membres de l'aristocratie britannique qui, pensait-il, seraient disposés à négocier une paix séparée avec l'Allemagne. Il pensait que le Royaume-Uni pourrait être persuadé d'abandonner la guerre si la préservation de son empire était garantie, permettant ainsi à l'Allemagne de se concentrer sur son véritable objectif, l'invasion de l'Union soviétique. Cette conviction soulève l'une des premières questions majeures. S'agissait-il d'une initiative personnelle ou Hess agissait-il sous la conviction de représenter, d'une manière ou d'une autre, les désirs cachés d'Hitler? Durant le vol, Hess survola la mer du Nord pendant des heures, déjouant la défense aérienne et luttant contre des conditions météorologiques difficiles. Finalement, à court de carburant, il sauta en parachute et atterrit sain et sauf près de Glasgow. Il fut capturé peu après par un fermier du coin, blessé mais vivant. À partir de ce moment, le mystère s'épaissit encore. Les autorités britanniques étaient à la fois surprises et déconcertées. Le fait qu'un des dirigeants nazis soit apparu seul, sans escorte ni soutien officiel, suscita immédiatement l'incrédulité. Hess prétendait être porteur d'un message de paix et sollicita une rencontre avec le duc de Hamilton, qu'il croyait influent au sein des milieux favorables à un accord avec l'Allemagne. Cependant, le gouvernement britannique rejeta toute négociation et traita la question avec une extrême prudence. À Berlin, la réaction fut immédiate et brutale. Hitler déclara publiquement que Hess avait agi de son propre chef et souffrait de troubles mentaux. Il fut démis de tous ses postes et le régime nazi tenta de l'effacer de la vie politique allemande. Mais cette réponse officielle a soulevé encore plus de questions. Pourquoi quelqu'un d'aussi proche d'Hitler risquerait-il tout dans une mission sans renfort? A-t-il vraiment agi seul ou était-il utilisé comme émissaire sacrifiable pour sonder la possibilité d'une paix? Durant sa captivité au Royaume-Uni, Hess fut interrogé pendant des années. Ses déclarations étaient confuses, contradictoires et parfois délirantes. Il prétendait agir par idéal de paix, mais montrait aussi des signes de paranoïa. Cela a alimenté un autre mystère. Hess était-il mentalement instable ou simulait-il la maladie pour dissimuler la véritable nature de sa mission? Les rapports médicaux britanniques n'ont pas permis de tirer de conclusions définitives. Après la guerre, Hess fut jugé à Nuremberg. Contrairement aux autres dirigeants nazis, il ne fut pas condamné à mort, mais à la prison à vie. Il passa plus de 40 ans incarcéré à la prison de Spandau, dont il fut le seul détenu pendant des décennies. Durant toute cette période, il n'a jamais fourni d'explication claire et cohérente quant à sa fuite. Il est mort en 1987, officiellement par suicide, bien que sa mort ait elle-même suscité de nouveaux soupçons et de nouvelles théories. Le vol en solitaire de Rudolf Hess demeure l'un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale.
Aucun document ne prouve formellement qu'Hitler ait autorisé cette mission, mais il est également difficile de croire qu'un homme de son rang ait agi entièrement seul. S'agissait-il d'un acte désespéré d'idéalisme, d'une opération secrète ratée ou d'une tentative clandestine de négociation de la paix qui a mal tourné? Plus de 80 ans plus tard, le mystère demeure entier. Des dossiers encore classifiés, des témoignages contradictoires et des silences délibérés empêchent de clore définitivement ce chapitre. La fuite de Hess est troublante, non seulement à cause des événements eux-mêmes, mais aussi à cause de ce qui aurait pu changer si sa mission avait réussi. Un avion, un homme, et l'une des décisions les plus inexplicables de toute la guerre. La véritable destination finale d'Adolf Hitler. À la fin du mois d'avril 1945, Berlin n'était plus qu'une ville en ruine. L'armée rouge avançait rue après rue, tandis que le Troisième Reich s'effondrait. Au cœur de la capitale allemande, sous la chancellerie du Reich, Adolf Hitler restait retranché dans son bunker avec son entourage. La version officielle soutient que le 30 avril 1945, le dictateur nazi s'est suicidé avec Eva Braun pour éviter d'être capturé par les soviétiques. Cependant, malgré son acceptation pendant des décennies, cette version n'a jamais complètement dissipé les doutes. D'après les témoignages recueillis après la guerre, Hitler se serait suicidé d'une balle dans la tête tandis qu'Eva Braun avalait du cyanure. Leur corps, conformément à ses ordres, auraient été sortis du bunker, aspergés d'essence et partiellement brûlés. Lorsque les troupes soviétiques s'emparèrent du site, elles ne trouvèrent que des restes calcinés difficiles à identifier. Dès le départ, cette situation engendra une incertitude. Aucun corps n'était clairement identifiable, aucune photographie officielle concluante n'existait, et l'identification reposait sur des fragments d'os et de dents. L'Union soviétique a activement contribué à la confusion. Pendant des années, les autorités soviétiques ont donné des versions contradictoires du sort d'Hitler. Tantôt elles affirmaient qu'il était mort, tantôt elles laissaient entendre qu'il s'était échappé. Joseph Staline alla jusqu'à déclarer publiquement qu'Hitler était peut-être vivant et caché quelque part dans le monde. Ces affirmations alimentèrent non seulement les rumeurs, mais semèrent également la méfiance, même parmi les alliés occidentaux. L'un des points les plus controversés concerne les preuves médico-légales. L'identification des restes s'est principalement appuyée sur les dossiers dentaires d'Hitler, confirmés par son dentiste et son assistant. Si de nombreux historiens jugent ces preuves suffisantes, d'autres soulignent que les restes n'ont jamais fait l'objet d'un examen indépendant par des experts internationaux. De plus, les fragments d'os conservés par l'Union soviétique sont restés classifiés pendant des décennies, alimentant les soupçons. Face à ce manque de preuves concluantes, des théories alternatives ont émergé. D'aucuns affirment qu'Hitler aurait réussi à quitter Berlin dans les derniers jours de la guerre en empruntant des voies secrètes organisées par la SS. Selon ces théories, il se serait d'abord enfui en Espagne ou en Italie, puis en Amérique du Sud, où d'autres hauts dignitaires nazis auraient trouvé refuge. L'Argentine, le Paraguay et le Brésil apparaissent fréquemment dans ces récits, alimentés par des témoignages locaux et des documents non vérifiés. L'intérêt pour ces théories a été renforcé par la confirmation que de nombreux criminels nazis ont réussi à fuir l'Europe. Des cas, comme ceux d'Adolf Eichmann et de Klaus Barbie, ont démontré l'existence et l'efficacité des réseaux d'évasion. Cela a amené certains à se demander si eux ont pu s'échapper. Pourquoi Hitler n'y est-il pas parvenu? Cependant, contrairement à ces fugitifs, Hitler était l'homme le plus recherché au monde, avec un visage impossible à dissimuler et une responsabilité historique sans précédent. Un autre mystère plane sur le comportement d'Hitler durant ces derniers jours. Certains témoins ont décrit un homme vaincu, malade et résigné à la mort. D'autres, en revanche, ont relevé des moments de lucidité et de planification que certains ont interprétés comme la preuve d'une possible évasion. Ces contradictions ont été exploitées par des théories évoquant des sosies, des canulars ou des suicides mis en scène. Pendant la guerre froide, des agences de renseignement comme le FBI et la CIA ont reçu de nombreux témoignages affirmant avoir vu Hitler vivant dans divers endroits du monde. Nombre de ces rapports ont fait l'objet d'enquêtes, puis ont été classés sans suite faute de preuves, mais leur existence même a contribué à entretenir le mystère. Certains de ces documents ont été déclassifiés des décennies plus tard, révélant que même les puissances occidentales avaient envisagé, au moins brièvement, la possibilité qu'Hitler ait survécu.
Ces dernières années, des études scientifiques ont tenté de trancher le débat. Des recherches menées sur des fragments d'os attribués à Hitler ont indiqué que certains ne correspondèrent pas à son profil biologique, ce qui a relancé la controverse. Cependant, la plupart des historiens s'accordent à dire que ces incohérences n'invalident pas les preuves dentaires, considérées comme la preuve la plus solide de sa mort en 1945. Le véritable sort final d'Adolf Hitler reste l'un des mystères les plus débattus de la Seconde Guerre mondiale, non pas tant en raison d'un manque absolu de preuves, mais plutôt à cause de l'accumulation de silences, de contradictions et de manipulations politiques qui ont entouré la fin du Reich. De nombreux experts pensent qu'Hitler est mort dans son bunker, vaincu et isolé. D'autres estiment que les zones d'ombre qui entourent ces derniers jours laissent planer un doute qu'il est impossible d'ignorer. Au-delà des théories, ce mystère révèle quelque chose de plus profond. La difficulté d'accepter une fin banale pour une figure qui a incarné l'une des plus grandes horreurs de l'histoire. C'est peut-être pourquoi la question du sort final d'Adolf Hitler continue de fasciner le monde. Car tant qu'il y aura des dossiers non ouverts et des témoignages contradictoires, l'histoire, une fois de plus, se refuse à apporter une réponse définitive. L'or nazi disparu et les trésors cachés du Troisième Reich. À mesure que le Troisième Reich progressait en Europe, une opération silencieuse et systématique se déroulait, visant à amasser une richesse sans précédent. Or, bijoux, œuvres d'art, devises étrangères et objets de valeur furent confisqués par l'État nazi aux gouvernements occupés, aux banques centrales, aux institutions privées et, plus brutalement encore, aux millions de victimes de l'Holocauste. Cette accumulation massive de richesses a non seulement financé l'effort de guerre allemand, mais a également donné lieu à l'une des plus grandes énigmes financières du XXe siècle, le sort final de l'or nazi disparu. Dès les premières années du régime, le pillage était une politique d'État. La Reichsbank recevait des tonnes d'or de pays comme l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Belgique et les Pays-Bas, ainsi que des lingots fondus à partir de bijoux, de pièces de monnaie et d'effets personnels confisqués aux prisonniers des camps de concentration. Cet or était répertorié, raffiné et réutilisé pour financer l'armement, les matières premières et les alliances stratégiques. Cependant, la défaite allemande devenant inévitable, la priorité passa de l'utilisation de l'or à sa dissimulation. Dans les dernières années de la guerre, de hauts responsables nazis commencèrent à disperser les stocks d'armes à travers l'Allemagne et les territoires environnants. Mines abandonnées, tunnels ferroviaires, lacs alpins et châteaux isolés furent transformés en cachettes de fortune. L'objectif était clair: empêcher que l'or ne tombe entre les mains des Alliés et préserver les ressources en vue d'une hypothétique résurgence du nazisme ou pour la survie personnelle de ses dirigeants après la défaite. L'un des cas les plus connus est celui du lac Toplitz en Autriche. Des plongeurs y ont remonté des caisses de faux billets appartenant à l'opération Bernhard, un plan nazi visant à inonder l'économie britannique de fausses livres sterling. Mais depuis des décennies, la rumeur persiste que des lingots d'or et des documents secrets reposent encore au fond du lac. Malgré de nombreuses expéditions, le mystère demeure, alimenté par des découvertes partielles et des zones inexplorées. Une autre énigme entoure les trains blindés nazis chargés de trésors. Selon de nombreux témoignages, des convois entiers ont disparu dans le chaos de la fin de la guerre. Le plus célèbre est le fameux train d'or polonais, qui aurait transporté de l'or, des armes et des œuvres d'art vers l'Allemagne. Malgré des recherches intensives, aucune preuve concluante de son existence n'a jamais été trouvée, ce qui a suscité des débats entre historiens et chasseurs de trésors. Le pillage d'œuvres d'art fait également partie de ce mystère. Hitler et d'autres dirigeants nazis projetaient de créer à Linz un musée gigantesque qui abriterait les plus grandes œuvres d'art d'Europe. Des milliers de tableaux et de sculptures furent volés et entreposés dans des dépôts secrets. Après la guerre, les Alliés ont récupéré une part importante de ces œuvres, mais beaucoup n'ont jamais été retrouvées. Leur emplacement reste inconnu, et certaines pourraient encore être conservées dans des collections privées ou dissimulées dans des lieux encore inconnus. Ce réseau complexe impliquait également des banques et des institutions financières internationales. Une partie de l'or nazi a été transférée sur des comptes dans des pays neutres comme la Suisse, l'Espagne et le Portugal. Si certaines transactions ont été documentées et ont fait l'objet d'enquêtes ultérieures, d'autres ont disparu dans un contexte d'opérations opaques et de registres incomplets.
La complexité du système financier en temps de guerre rend difficile de savoir quelle part de la richesse a réellement été récupérée et quelle part a été perdue à jamais. Après la capitulation allemande, les Alliés lancèrent une recherche intensive de l'or nazi. D'importantes réserves furent découvertes dans des mines de sel comme celle de Merkers, où des tonnes d'or provenant de la Reichsbank furent mises au jour. Cependant, même ces découvertes ont confirmé que tout n'était pas là. Des quantités importantes manquaient, et personne ne pouvait expliquer avec certitude où elles étaient passées. Certaines théories suggèrent qu'une partie de cet or a servi à financer la fuite de criminels nazis vers l'Amérique du Sud. D'autres soutiennent qu'il a été distribué à des officiers SS de haut rang comme assurance personnelle en cas d'exil. Il existe également l'hypothèse selon laquelle certains gouvernements ou services de renseignement occidentaux auraient fermé les yeux sur ces richesses en échange d'informations ou de coopération durant les premières années de la guerre froide. Le mystère de l'or nazi ne se limite pas à un simple trésor perdu, il touche à la mémoire historique et à la justice. Chaque lingot disparu représente, dans bien des cas, un bien volé à des victimes qui n'ont jamais été indemnisées. L'impossibilité de retracer intégralement ces richesses soulève des questions gênantes sur les responsabilités, les silences et la complicité dans l'après-guerre. Plus de 80 ans après, l'or nazi continue d'alimenter les recherches, les enquêtes et les théories. Des expéditions modernes poursuivent l'exploration des lacs, des montagnes et des tunnels d'Europe centrale. Des archives encore classifiées pourraient receler des indices cruciaux. Mais à ce jour, une part importante des richesses pillées par le Troisième Reich demeure introuvable. Ce mystère persiste car il ne s'agit pas seulement de trouver de l'or, mais de reconstituer une vérité fragmentée par le chaos, la défaite et les intérêts particuliers de ceux qui souhaitent que certains pans de l'histoire restent occultés. Tant qu'il existera des trésors cachés et des documents perdus, l'or nazi restera l'une des énigmes les plus troublantes de la Seconde Guerre mondiale, une ombre dorée qui refuse de disparaître de l'histoire. La chambre 428 est la mort suspecte de Heinrich Himmler. En mai 1945, alors que le Troisième Reich était déjà vaincu, Heinrich Himmler, l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés du régime nazi, cherchait à se fondre dans le chaos de l'après-guerre. À la tête de la SS et principal architecte du système concentrationnaire, il savait que s'il était capturé, il ne bénéficierait d'aucune clémence. Déguisé avec de faux papiers et une fausse identité, Himmler fut arrêté par une patrouille britannique dans le nord de l'Allemagne sans être immédiatement reconnu. Son identité ayant été confirmée, il fut conduit dans un centre de détention britannique et incarcéré dans la chambre 428. C'est là, le 23 mai 1945, que se produisit l'épisode qui allait donner naissance à l'un des mystères les plus persistants de la fin de la guerre. Selon la version officielle, Himmler se serait suicidé en avalant une capsule de cyanure dissimulée dans sa bouche lors d'un examen médical. Il serait mort en quelques minutes, échappant ainsi à un procès public pour ses crimes. Cependant, les circonstances de sa mort ont éveillé les soupçons dès le départ. Malgré plusieurs fouilles, personne n'a trouvé la capsule de poison. Cela a soulevé une question cruciale. Comment a-t-il pu conserver le cyanure malgré de multiples inspections ? Certains rapports évoquent une négligence de la part des gardiens. D'autres laissent entendre qu'il aurait pu bénéficier d'aide ou que les mesures de sécurité n'étaient pas aussi strictes qu'annoncées. La chambre 428 devint rapidement un symbole de mystère. Aucune autopsie complète ni documentation photographique détaillée du corps ne furent réalisées. De plus, le corps d'Himmler a été enterré dans un lieu secret afin d'empêcher que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage nazi, éliminant ainsi toute possibilité future d'examens médico-légaux indépendants. Il existe des théories qui vont au-delà du suicide. Certains affirment qu'Himmler a été réduit au silence pour l'empêcher de révéler des informations compromettantes sur les négociations secrètes menées avec les Alliés durant les dernières semaines de la guerre. D'autres suggèrent que sa mort a été opportune pour beaucoup car elle a empêché un procès qui aurait pu révéler des réseaux, des complicités et des décisions embarrassantes prises après la guerre. Bien que la plupart des historiens admettent qu'Heinrich Himmler s'est suicidé, les lacunes dans les archives et la rapidité avec laquelle l'affaire a été classée entretiennent le doute. La chambre 428 n'était pas seulement le lieu de la mort de l'un des principaux dirigeants nazis, mais aussi le théâtre d'une fin abrupte qui a soulevé plus de questions que de réponses.
Le convoyage fantôme allemand perdu dans le désert africain. Durant la campagne d'Afrique du Nord, le désert devint un ennemi aussi redoutable que les combats eux-mêmes. Au cœur de ce paysage impitoyable, une histoire a émergé qui, avec le temps, s'est transformée en l'un des mystères les moins connus mais les plus troublants de la Seconde Guerre mondiale. La disparition d'un convoi allemand au cœur du désert africain, sans aucune trace de combat ni survivants confirmés. D'après divers témoignages et documents fragmentaires, le convoi est parti d'une base de l'Africa Corse pour une mission logistique cruciale. Il était composé de plusieurs camions, possiblement escortés, transportant des vivres, du carburant et, selon certains témoignages, du matériel classifié, voire des objets de valeur. À un moment donné de son trajet, le convoi a cessé de répondre et n'a jamais atteint sa destination. Aucune attaque ennemie ni signe manifeste d'engagement n'ont été signalés. Le désert du Sahara et les régions arides d'Afrique du Nord étaient vastes, mal cartographiés et extrêmement dangereux. Une tempête de sable pouvait désorienter même les unités les plus expérimentées. Certaines théories suggèrent que le convoi s'est perdu à la suite d'une erreur de navigation, se retrouvant piégé sans eau ni carburant, condamnant ainsi ses occupants à une mort lente et silencieuse sous un soleil de plomb. Cependant, ce qui alimente le mystère, c'est l'absence quasi totale de vestiges. Contrairement à d'autres convois disparus, aucune concentration de véhicules, de squelettes ou de matériel militaire n'a été découverte, ce qui ne permettrait pas de confirmer une catastrophe de grande ampleur. Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles le convoi aurait pu être délibérément détourné, capturé secrètement, voire détruit sans laisser de traces visibles. Certains témoignages locaux décrivent des colonnes militaires aperçues se dirigeant vers des zones reculées, sans lien apparent avec des opérations régulières. D'autres théories évoquent une possible embuscade tendue par les forces alliées ou des guérilleros locaux, bien que l'absence de rapports officiels ne corrobore guère cette hypothèse. Des spéculations ont également circulé selon lesquelles le convoi transportait quelque chose de si précieux que sa disparition aurait été intentionnellement dissimulée par les commandants allemands eux-mêmes. Des décennies plus tard, des explorateurs du désert et des archéologues ont découvert des véhicules isolés de l'Africa Corps dans des régions extrêmement éloignées des routes connues, prouvant ainsi que les unités allemandes avaient bel et bien pénétré profondément dans le désert. Ces découvertes ont relancé l'idée que le convoi fantôme pourrait encore être enfoui sous le sable, attendant d'être découvert. Le convoi fantôme allemand représente le côté moins connu de la guerre en Afrique, où le silence du désert pouvait anéantir des armées entières sans laisser de témoins. Bien que l'explication la plus probable soit une combinaison de désorientation, de conditions météorologiques extrêmes et d'abandon, le manque de preuves définitives alimente la légende. Aujourd'hui encore, le désert africain recèle des secrets de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, le convoi allemand disparu témoigne qu'en temps de guerre, toutes les défaites ne se sont pas déroulées sur le champ de bataille. Certaines se sont simplement perdues dans le sable, à jamais oubliées. Opération Valkyrie. Y avait-il d'autres conspirants qui n'ont jamais été dévoilés? Le 20 juillet 1944, une explosion secoua la Tanière du Loup, quartier général d'Adolf Hitler, en Prusse orientale. L'opération Valkyrie, le complot le plus audacieux visant à assassiner le Führer et à renverser le régime nazi de l'intérieur, était en cours. Bien que la bombe posée par Klaus von Stauffenberg n'ait pas tué Hitler, cette tentative de coup d'État marqua profondément l'histoire du Troisième Reich. Cependant, la suite des événements soulève un mystère troublant. Étaient-ils vraiment les seuls conspirateurs ou existait-il un réseau beaucoup plus vaste qui n'a jamais été révélé? Officiellement, le régime nazi a identifié plusieurs centaines de personnes impliquées. Officiers, civils, aristocrates et anciens opposants au nazisme ont été arrêtés, interrogés et, dans de nombreux cas, exécutés à l'issue de procès sommaires. La répression fut brutale et visait à servir d'exemple. Cependant, même au milieu de cette traque impitoyable, certains indices laissaient penser que tous les participants n'avaient pas été découverts et que d'autres noms n'étaient jamais apparus sur les listes officielles. Le fonctionnement même de ce complot laisse supposer une structure bien plus vaste. Valkyrie n'était pas seulement une tentative d'assassinat, mais un plan de coup d'État qui nécessitait la mobilisation d'unités militaires dans plusieurs villes allemandes. Pour que cela soit possible, la coopération silencieuse de nombreux officiers était nécessaire,
qui, même sans poser de bombes, ont permis la circulation des ordres ou ont décidé de ne pas intervenir à des moments clés. Après l'attentat manqué, de nombreux suspects parvinrent à échapper à la Gestapo. Certains détruisirent des preuves, d'autres furent protégés par leurs supérieurs ou encore ne laissèrent aucune trace de leur implication. Il y avait aussi des officiers qui, voyant le complot échouer, ont nié toute implication et étaient considérés comme trop précieux pour l'effort de guerre pour faire l'objet d'une enquête approfondie. Des questions se posent également concernant les archives. Durant les derniers mois du Reich, de nombreux documents ont été délibérément détruits. Il est donc impossible de reconstituer pleinement l'ampleur réelle du complot. Certains historiens affirment que certains noms ont été intentionnellement effacés pour éviter des purges massives qui auraient encore affaibli l'armée allemande à un moment critique. Un autre aspect énigmatique est le silence qui a suivi la guerre. Nombre d'officiers survivants ont poursuivi leur carrière dans l'Allemagne d'après-guerre, notamment au sein de la nouvelle armée fédérale. Dans leur mémoire, plusieurs d'entre eux ont minimisé leurs connaissances sur Valkyrie ou ont complètement évité le sujet. Cela a suscité des soupçons quant au choix du silence de certains anciens conspirateurs afin de protéger leur avenir et celui de leurs associés. Même parmi les instigateurs du complot, on hésitait à révéler les noms. Certains pensaient que, même après la chute d'Hitler, démasquer tous les complices ne ferait que prolonger le bain de sang. Cette culture de la discrétion a contribué à ce que de nombreuses relations ne soient jamais officiellement documentées. La question demeure. Combien d'hommes et de femmes ont réellement soutenu l'opération Valkyrie dans l'ombre? Le nombre exact ne sera probablement jamais connu. Ce qui semble clair, c'est que l'attaque du 20 juillet n'était que la partie visible d'une résistance intérieure plus vaste, fragmentée et silencieuse. L'opération Valkyrie a échoué non seulement à cause de la survie d'Hitler, mais aussi parce que nombre de ses acteurs clés sont restés cachés, indécis ou invisibles. Et c'est dans cette invisibilité que réside le mystère, un complot qui aurait pu être bien plus vaste que ce que l'histoire officielle a osé raconter. Le sous-marin U-Boot arrivait en Argentine après la guerre. En juillet 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale prenait officiellement fin en Europe, un visiteur inattendu fit son apparition au large des côtes argentines. Il s'agissait d'un sous-marin allemand, un U-Boot de la Kriegsmarine qui fit surface quelques semaines après la capitulation du Troisième Reich. Son arrivée a immédiatement suscité des soupçons, des rumeurs et l'un des mystères les plus persistants du conflit. Que faisait un sous-marin nazi en route vers l'Amérique du Sud alors que la guerre était déjà terminée? Le sous-marin en question était l'U-530 qui se rendit le 10 juillet 1945 dans le port de Mar del Plata. Peu après, en août, un autre sous-marin, l'U-977, arriva sur la même côte argentine. Tous deux avaient passé des mois en mer, refusant de se rendre aux alliés européens et entreprenant une longue et périlleuse traversée de l'Atlantique. La nouvelle provoqua une onde de choc international et alimenta des théories qui circulent encore aujourd'hui. Les récits officiels de leurs équipages affirmaient qu'ils avaient pris la mer sans connaître l'issue exacte de la guerre, ni qu'ils avaient décidé de ne pas se rendre par crainte de représailles. Cependant, leurs témoignages comportaient des lacunes et des contradictions. Dans le cas du U-977, son capitaine a affirmé avoir effectué un long voyage sous-marin en utilisant un tuba, chose techniquement possible, mais extrêmement risquée et inhabituelle pour un voyage aussi long. Ce qui a vraiment éveillé les soupçons, c'est ce qui manquait à bord. L'U-530 n'avait plus ses journaux de navigation, son canon de pont avait été largué et il ne transportait aucune cargaison visible. Cela a donné lieu à des spéculations sur d'éventuelles missions secrètes, le transport d'or nazi, de documents classifiés, voire l'évacuation de hauts responsables du régime vers l'Amérique du Sud avant la capitulation allemande. Ces théories étaient confortées par le contexte historique. L'Argentine avait été une destination fréquente pour les migrations allemandes et, après la guerre, elle devint un refuge pour plusieurs criminels nazis. Bien qu'il n'existe aucune preuve concluante que ces sous-marins transportaient des personnalités importantes, la coïncidence temporelle et le silence partiel des archives officielles ont alimenté le doute. Les interrogatoires menés par les autorités argentines et américaines n'ont pas permis de découvrir de missions secrètes précises. Les membres d'équipage ont finalement été rapatriés et les sous-marins confisqués. Cependant, de nombreux documents sont restés classifiés pendant des années.
et certains rapports n'ont jamais été pleinement clarifiés pour le public. Le mystère du sous-marin qui a atteint l'Argentine réside non seulement dans son voyage, mais aussi dans ce qui a pu se passer avant sa reddition. A-t-il accompli une dernière mission pour le Reich? A-t-il débarqué quelque chose ou quelqu'un avant d'atteindre le port? Ou s'agissait-il simplement d'une fuite désespérée de marins refusant de se rendre? À ce jour, il n'existe toujours pas de réponse définitive. Pour certains historiens, il s'agit d'un épisode amplifié par la légende. Pour d'autres, c'est une preuve supplémentaire que la fin du Troisième Reich fut marquée par de nombreuses opérations secrètes et des silences opportunistes. La vérité est que ces sous-marins, apparus au large des côtes argentines alors que le monde célébrait déjà la paix, ont laissé derrière eux une ombre de mystère qui plane encore entre histoire et légende. Le mystérieux bombardement allié qui n'a jamais été officiellement enregistré. Durant toute la Seconde Guerre mondiale, les bombardements alliés sur l'Europe ont été méticuleusement documentés. Dates, cibles, escadrilles et dégâts ont été consignés dans des milliers de rapports militaires. Cependant, au sein de cet énorme volume de documents, il existe une lacune inquiétante. Des récits d'un bombardement allié qui, selon des témoins et certaines sources indirectes, a eu lieu mais n'a jamais été officiellement reconnu. Le mystère provient de témoignages civils et militaires décrivant une attaque aérienne dévastatrice sur une zone stratégique apparemment sans valeur militaire évidente et dont il n'existe aucune trace officielle dans les archives alliées connues. Certains témoignages situent le bombardement dans les derniers mois de la guerre, période où le chaos, la censure et l'urgence des opérations pouvaient justifier des omissions délibérées. Des témoins ont décrit des avions portant des marques alliées, des explosions nocturnes et d'importantes destructions. Cependant, lorsque des chercheurs ont tenté par la suite de retracer l'événement à travers des documents britanniques ou américains, ils n'ont trouvé aucune correspondance claire. Cela a ouvert la voie à de multiples interprétations, d'une méprise à une opération secrète délibérément effacée des archives officielles. L'une des théories les plus débattues suggère que le bombardement visait peut-être à détruire des installations sensibles telles que des dépôts secrets, des usines expérimentales ou des archives qui ne devaient pas tomber entre les mains de l'ennemi ou des soviétiques. Dans ce contexte, l'omission documentaire aurait été intentionnelle, afin de protéger des informations stratégiques ou des décisions controversées prises dans les derniers instants du conflit. Une autre hypothèse évoque une attaque erronée, une méprise sur la personne ayant entraîné de lourdes pertes civiles. Dans ce cas, le silence officiel pourrait s'expliquer par une volonté d'éviter les scandales politiques et les questions morales, notamment à un moment où les Alliés cherchaient à consolider leur image de libérateurs après la guerre. Il est également possible que le bombardement ait été attribué par erreur aux Alliés et qu'il s'agisse en réalité d'une opération allemande menée par des avions capturés, voire clandestinement sous de fausses identités. La guerre aérienne, surtout dans sa phase finale, fut marquée par de nombreuses missions improvisées et des archives incomplètes. Le problème principal réside dans l'absence de preuves matérielles concluantes. Dans certains endroits indiqués par des témoins, des restes de munitions et des cratères compatibles avec des bombardements aériens ont été découverts, mais sans marque distinctive permettant d'identifier formellement les responsables. En l'absence de documents officiels, ces indices restent prisonniers d'une zone grise de l'histoire. Des décennies plus tard, la déclassification des documents n'a pas entièrement résolu l'énigme. Bien que de nombreux épisodes sombres de la guerre aient été éclaircis, ce bombardement présumé ne correspond toujours pas à la chronologie établie. Pour certains historiens, il s'agit d'un ensemble de souvenirs confus. Pour d'autres, d'une vérité gênante encore cachée. Ce bombardement allié mystérieux et non documenté nous rappelle que, même dans les conflits largement étudiés, certains épisodes échappent au contrôle de l'histoire officielle. Qu'elle soit due à la censure, à une erreur ou à un secret délibéré, cette énigme demeure une faille dans le récit de la guerre, un rappel que tout ce qui s'est passé n'a pas été consigné dans les archives. L'unité japonaise 731 et les dossiers disparus. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que l'attention du monde était focalisée sur les principaux fronts, l'une des unités les plus secrètes et sinistres du conflit opérait dans le nord-est de la Chine, l'unité 731 de l'armée impériale japonaise. Officiellement présentée comme un centre de recherche médicale, elle était en réalité un complexe dédié à des expériences biologiques et chimiques sur des êtres humains.
Après la fin de la guerre, une grande partie des informations concernant ces activités a disparu, donnant naissance à l'un des mystères les plus troublants du XXe siècle. L'unité 731, dirigée par le général Shiro Ishii, a mené des expériences extrêmes sur des prisonniers de guerre et des civils chinois, coréens et soviétiques. Les victimes ont été soumises à la vivisection, à des essais d'armes biologiques, à la cryogénisation, à des infections délibérées et à d'autres procédures visant à étudier les limites du corps humain. Tout fut mené avec une organisation et une documentation rigoureuses, laissant supposer l'existence d'archives scientifiques et militaires considérables. Cependant, à l'approche de la défaite du Japon, l'ordre fut donné de détruire les preuves. Des installations entières furent dynamitées, des prisonniers exécutés et des documents brûlés ou dispersés. Il est néanmoins difficile de croire qu'un programme d'une telle ampleur ait pu être entièrement effacé. La question cruciale est de savoir ce qu'il est advenu des fichiers qui ont survécu à cette destruction accélérée. Une partie du mystère s'explique par l'intervention des États-Unis après la guerre. Contrairement au procès de Nuremberg, nombre de responsables de l'unité 731 n'ont pas été poursuivis. En échange de leurs recherches et de leurs données expérimentales, plusieurs scientifiques japonais ont bénéficié de l'immunité. Cela soulève la possibilité que des documents clés aient été transférés, classifiés ou intégrés à des programmes secrets durant les premières années de la guerre froide. L'Union soviétique, quant à elle, a bien jugé certains membres de cette unité lors des procès de Khabarovsk en 1949. Des détails glaçants y ont été révélés, confirmant l'ampleur des crimes. Cependant, même ces procès se sont fondés sur des informations incomplètes, ce qui indique qu'une part importante des dossiers n'a jamais été rendue publique. Au fil des décennies, certains documents et témoignages ont été révélés, mais seulement de manière fragmentaire. Des chercheurs et des journalistes ont signalé que des archives entières restent classifiées ou ont tout simplement disparu entre les mains des puissances victorieuses. Ce manque de transparence a empêché une reconstitution complète de l'étendue des activités de l'unité 731 et la détermination du résultat final de son enquête. Le mystère des archives disparues soulève non seulement des questions historiques, mais aussi morales. Faute d'accès complet à la documentation, de nombreuses victimes n'ont jamais été reconnues officiellement et les responsables ont échappé à toute poursuite. De plus, des inquiétudes subsistent quant à la manière dont ces données ont été utilisées et quant à leur influence éventuelle sur le développement ultérieur d'armes biologiques. L'unité 731 représente l'un des chapitres les plus sombres de la guerre, et le silence qui entoure ces archives fait partie intégrante de cet héritage. Tant que des documents resteront cachés ou détruits, l'histoire de ces crimes restera incomplète, nous rappelant que certains secrets de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas été enfouis sous le poids du temps, mais protégés par le pouvoir. L'arme nazie est qui n'a jamais été trouvée, les projets secrets du Reich. Alors que la guerre tournait au désavantage de l'Allemagne, le Troisième Reich investit de plus en plus dans le développement d'armes secrètes capables de renverser le cours du conflit. Sous le concept des Wunderwaffen, ou armes miracles, les nazis promouvèrent des projets de pointe, allant des missiles et des avions à réaction à des technologies qui relevaient de la science-fiction à l'époque. Cependant, parmi ces programmes, un mystère persistant a émergé, l'existence possible d'une arme ultime qui n'a jamais été découverte ni entièrement documentée après la guerre. Il est avéré que l'Allemagne a développé des technologies révolutionnaires, telles que les missiles F-2 et les chasseurs à réaction. Me 262. Ces avancées ont démontré que le Reich avait plusieurs années d'avance dans certains domaines. Cependant, des documents partiels et des témoignages d'ingénieurs suggèrent l'existence de projets encore plus ambitieux, maintenus dans le plus grand secret, même au sein de l'appareil militaire nazi lui-même. Certaines sources évoquent des armes à énergie dirigée, des dispositifs à ondes soniques, des armes électromagnétiques, voire des prototypes liés à la fission nucléaire. Bien que nombre de ces idées fussent encore au stade expérimental, la rapidité avec laquelle l'Allemagne a réalisé des progrès technologiques alimente les soupçons selon lesquels certains projets auraient pu atteindre un stade plus avancé que ce qui a été officiellement reconnu. La fin chaotique de la guerre a contribué à la disparition de preuves. Des laboratoires ont été détruits, des scientifiques ont fui ou ont été capturés par les Alliés lors d'opérations comme Paperclip et d'énormes quantités de documents ont été saisis ou classifiés.
Dans ce processus, certains projets ont tout simplement disparu des archives connues sans qu'il soit possible de déterminer s'ils avaient été abandonnés, cachés ou déplacés secrètement. Certaines théories suggèrent que des armes expérimentales auraient été démantelées et enfouies, voire déplacées hors d'Europe avant la capitulation allemande. D'autres soutiennent que les Alliés auraient délibérément dissimulé l'existence de ces projets afin d'en assimiler la technologie sans éveiller les soupçons de la population. L'absence de vestiges matériels évidents alimente l'hypothèse d'une arme jamais découverte. D'autres pensent que cette arme n'a jamais été achevée, mais que sa conception même représentait un danger si grand qu'elle a été passée sous silence dans les récits officiels. En ce sens, le mystère ne résiderait pas tant dans un artefact perdu que dans les connaissances qui ont entouré son développement. La plupart des historiens s'accordent à dire qu'aucune arme n'aurait pu, à elle seule, changer l'issue de la guerre. Ils admettent toutefois que l'ampleur des projets secrets du Reich reste encore largement méconnue. Des dossiers qui restent classifiés et des témoignages contradictoires empêchent la clôture définitive de l'affaire. L'arme nazie jamais retrouvée symbolise la frontière entre réalité historique et secret militaire. Elle soulève une question sans réponse claire. Jusqu'où s'étendait réellement la technologie du Troisième Reich et quelle part de ce savoir a disparu dans le silence de la fin de la guerre? Tant que ces lacunes persisteront, ce mystère restera l'une des zones d'ombre les plus intrigantes de la Seconde Guerre mondiale. La disparition de l'ensemble de la division soviétique en 1941. Dans le chaos absolu des premiers mois de l'invasion allemande de l'Union soviétique en 1941, se produisirent certaines des plus grandes défaites et des plus grandes confusions militaires de l'histoire moderne. Des millions de soldats furent encerclés, des lignes entières s'effondrèrent et des unités entières disparurent. Cependant, parmi ces épisodes, il en est un qui se distingue par son caractère énigmatique, la disparition quasi totale d'une division soviétique sans trace claire de sa destination finale. Durant l'opération Barbarossa, l'armée rouge subit des pertes dévastatrices. Les communications étaient défaillantes, les cartes incomplètes et la chaîne de commandement se désorganisaient facilement. Dans ce contexte, plusieurs divisions furent encerclées par les forces allemandes et anéanties. Cependant, dans le cas de cette unité en particulier, les archives soviétiques ultérieures n'ont pas permis de déterminer précisément où, comment ni quand elle a été détruite. Les rapports de l'époque mentionnent la progression de la division dans une zone boisée et marécageuse, afin de renforcer un secteur crucial du front. Peu après, tout contact fut perdu. Aucun signal de détresse, aucun rapport de combat, ni aucune liste précise des pertes ou des prisonniers ne furent enregistrés. La division a tout simplement disparu des registres opérationnels, comme si elle s'était volatilisée. L'explication la plus probable évoque un encerclement complet suivi de la destruction de l'unité, la plupart de ses soldats ayant été tués ou capturés. Toutefois, l'absence de documents allemands confirmant une victoire d'une telle ampleur est frappante. On n'a par ailleurs identifié aucune fosse commune correspondant à une division entière, ce qui a alimenté les doutes. Une autre théorie suggère que l'unité s'est fragmentée. De petits groupes auraient tenté de s'échapper par leurs propres moyens, en se mêlant à d'autres formations ou en rejoignant la résistance partisane. Dans le chaos de 1941, de nombreux soldats soviétiques se retrouvèrent sans commandement ni ordre et combattirent de manière dispersée pendant des mois. Cela pourrait expliquer pourquoi le destin collectif de la division ne put jamais être reconstitué. Le secret soviétique a également joué un rôle déterminant. Après la guerre, le régime a refusé de reconnaître ses défaites humiliantes ou ses erreurs de commandement. Certaines archives ont été altérées ou simplement classifiées, entravant ainsi le travail des historiens. Il est possible que la disparition de cette division ait été, en partie, délibérément effacée pour protéger les réputations et les récits officiels. L'ouverture partielle des archives après la chute de l'URSS a permis d'éclaircir de nombreux épisodes obscurs de 1941, mais cette affaire demeure irrésolue. Les informations disponibles restent fragmentaires et les noms de milliers de soldats restent inconnus. La disparition d'une division soviétique entière symbolise l'ampleur du désastre subi par l'armée rouge durant les premiers mois de la guerre. Il ne s'agit pas seulement d'une unité perdue, mais d'une histoire inachevée, marquée par le silence, la censure et le chaos. Un rappel que,
Même dans les conflits largement documentés, certaines batailles se sont déroulées sans laisser de traces dans l'histoire officielle. L'escadron perdu dans le triangle de guerre des Bermudes. En décembre 1945, quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 5 avions américains décollèrent d'une base navale de Floride pour un exercice d'entraînement de routine. Ils ne revinrent jamais. Cet événement, connu sous le nom de vol 19, est à l'origine du mythe de l'escadrille perdue et de l'une des affaires les plus célèbres associées au soi-disant triangle des Bermudes, une région qui depuis est entourée de mystères. Les appareils étaient des bombardiers torpilleurs TBM Avenger, pilotés par des aviateurs expérimentés de l'US Navy. La mission consistait en un vol d'entraînement au-dessus de l'océan Atlantique et du golfe du Mexique. Cependant, durant le vol, le commandant d'escadron a signalé par radio que ses instruments dysfonctionnaient et qu'il ne pouvait déterminer sa position. Dès lors, les communications sont devenues confuses et de plus en plus inquiétantes. D'après les enregistrements, les pilotes semblaient totalement désorientés. Ils croyaient survoler les quais de Floride, alors qu'en réalité, selon des calculs ultérieurs, ils se trouvèrent probablement beaucoup plus à l'est, au-dessus de l'océan. Le manque de repères visuels, conjugué aux mauvaises conditions météorologiques et à d'éventuelles défaillances de la boussole, a transformé une mission simple en une situation critique. La marine a immédiatement lancé une opération de sauvetage de grande envergure. Ironie du sort, l'un des avions envoyés à leur recherche a également disparu, épaississant encore le mystère. Bien qu'il soit probable que l'avion ait explosé en vol, l'incident a renforcé le sentiment qu'il se passait quelque chose d'étrange dans cette zone de l'océan. Aucun reste concluant des avions ou de leurs équipages n'a jamais été retrouvé. L'explication officielle évoque une combinaison d'erreurs humaines, de désorientation et d'épuisement du carburant qui aurait provoqué le crash des avions en mer. Cependant, l'absence de preuves matérielles claires a ouvert la voie à des théories plus inquiétantes. Au fil des ans, l'affaire a été réinterprétée et amplifiée, se trouvant associée à des phénomènes inexpliqués, des anomalies magnétiques, voire des théories surnaturelles. Bien que de nombreux chercheurs modernes considèrent que le vol 19 fut une tragédie due à des conditions normales de navigation et de météo, son impact culturel fut énorme. L'escadron perdu n'appartient pas directement au champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, mais il appartient à sa fin chaotique, lorsque des milliers d'hommes continuaient de voler, de naviguer et de mourir lors de missions qui semblaient de routine. Sa disparition a marqué la naissance d'une des légendes les plus tenaces du XXe siècle. Au-delà du mythe, le cas du vol 19 nous rappelle combien la technologie de l'époque était fragile et combien l'océan pouvait être impitoyable. Un exercice d'entraînement transformé en énigme éternelle, clôturant cette liste de mystères par une question qui résonne encore. Qu'est-il réellement arrivé à ces avions disparus dans le ciel et la mer sans laisser de traces? Le meurtre non élucidé du général George Patton. Le 21 décembre 1945, quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'un des généraux les plus célèbres et les plus controversés des États-Unis décédait, George Patton. Officiellement, sa mort fut attribuée à un accident de la route en Allemagne occupée. Cependant, au fil du temps, les circonstances de cet événement ont donné lieu à l'un des mystères les plus débattus de l'après-guerre. S'agissait-il véritablement d'un simple accident ou y avait-il quelque chose de plus derrière la mort du général? Patton circulait dans une voiture militaire près de Mannheim lorsque son véhicule est entré en collision à faible vitesse avec un camion militaire. Contrairement aux autres occupants, Patton a subi de graves blessures au cou qui l'ont laissé paralysé. Les jours suivants, il resta hospitalisé, lucide et conscient jusqu'à son décès soudain des suites d'une embolie pulmonaire. Le contraste entre le nombre apparemment minoritaire de personnes impliquées dans l'accident et la gravité de ses conséquences éveilla les soupçons dès le départ. Ce qui alimente le mystère, c'est le contexte politique de l'époque. Patton était une figure controversée, ouvertement anticommuniste, critique de la politique de démilitarisation et partisan d'une ligne plus dure envers l'Union soviétique. Il avait suscité des tensions jusque dans le haut commandement américain. Certaines de ses déclarations publiques lui avaient déjà valu des réprimandes et un isolement croissant. À cela s'ajoutait le fait que Patton avait laissé entendre que la guerre n'était pas vraiment terminée et que le véritable ennemi se trouvait à l'Est. Pour certains,
Ces idées faisaient de lui une figure dangereuse à une époque où les Alliés recherchaient la stabilité et tentaient d'éviter un nouveau conflit mondial. Cela a donné naissance à des théories suggérant que sa mort aurait pu servir certains intérêts politiques. Les partisans de la thèse du meurtre pointent du doigt des irrégularités dans l'enquête. Il n'y a eu ni enquête approfondie, ni interrogatoire poussé des personnes impliquées dans l'accident. Le chauffeur du camion n'a jamais été poursuivi et l'affaire a été rapidement classée. De plus, le fait que Patton ait été le seul grièvement blessé reste, pour certains, difficile à expliquer. D'autres théories, plus extrêmes, évoquent un sabotage, des assassinats discrets, voire un empoisonnement durant son hospitalisation. Toutefois, ces hypothèses manquent de preuves solides et reposent principalement sur des témoignages ultérieurs et des conjectures. La version médicale officielle maintient que l'embolie était une complication connue des blessures subies. La plupart des historiens s'accordent à dire que la mort de Patton fut un tragique accident. Mais ils reconnaissent que l'enquête a été menée avec une rapidité et une opacité surprenantes pour une personnalité de son envergure. Ce manque de transparence a permis au mystère de perdurer pendant des décennies. Le meurtre non élucidé du général George Patton se situe à la frontière entre faits historiques avérés et suspicions persistantes. Peut-être n'y a-t-il pas eu de complot, mais les questions restées sans réponse, conjuguées au tempérament instable du général et au contexte politique délicat de l'après-guerre, ont fait de sa mort l'un des mystères les plus débattus de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le message chiffré que personne n'a été capable de déchiffrer. Durant la Seconde Guerre mondiale, la guerre des codes fut aussi décisive que les batailles sur terre, sur mer et dans les airs. Des messages cryptés circulaient sans cesse entre les fronts, les sous-marins, les bases aériennes et les hauts commandements. La plupart de ces codes ont fini par être déchiffrés, certains même pendant la guerre. Cependant, il existe au moins un message crypté, intercepté durant le conflit, que personne n'a encore réussi à déchiffrer intégralement. Le message a été intercepté par les services de renseignement alliés comme une transmission courte, répétitive et soigneusement structurée, mais ne correspondant à aucun système de cryptage connu. Ce code ne correspondait ni à Enigma, ni à Lorentz, ni au code naval japonais déjà identifié. Son origine exacte demeure incertaine, bien qu'il soit supposé avoir été émis depuis le territoire européen durant une phase critique de la guerre. Le plus troublant était que le message semblait trop élaboré pour être sans importance. Il ne s'agissait ni de bruit, ni d'une transmission test. Il présentait des schémas clairs, des pauses régulières et une longueur constante, indiquant qu'il contenait des informations concrètes. Cependant, toutes les tentatives d'application des méthodes cryptographiques connues ont échoué. Après la guerre, le message fut archivé avec d'autres mystères non résolus. Au fil des décennies, des cryptographes, des mathématiciens et des passionnés indépendants ont tenté de le déchiffrer à l'aide de techniques modernes, notamment l'analyse informatique. Pourtant, le contenu continue de résister comme s'il appartenait à un système complètement différent ou s'il avait été délibérément conçu pour être indéchiffrable sans une clé spécifique. Certaines théories suggèrent que le message pourrait avoir été une transmission de désinformation créée pour tromper les intercepteurs ennemis. D'autres suggèrent qu'il s'agissait d'une communication interne de haut niveau, liée à une opération secrète qui n'a jamais été menée à bien. Il est également possible qu'il s'agisse d'un code à usage unique, dont la clé a été détruite immédiatement après son émission. Le mystère s'épaissit car aucun document officiel ultérieur ne fait clairement référence à ce message. Personne n'en a revendiqué la paternité et aucune instruction s'y rapportant n'a été retrouvée. C'est comme s'il avait été envoyé, puis délibérément oublié. Ce message crypté illustre l'une des limites de la connaissance historique. Dans une guerre où presque tout a été enregistré, analysé et archivé, l'existence d'une communication qui demeure incompréhensible est troublante. Cela nous rappelle que, même à l'ère du renseignement de masse, il existait des secrets si bien gardés qu'ils ont résisté à l'épreuve du temps. À ce jour, le message crypté reste indéchiffrable. Peut-être sa signification n'a-t-elle plus d'importance, ou peut-être recèle-t-il une vérité jamais révélée. Quoi qu'il en soit, cela reste la preuve que la Seconde Guerre mondiale recèle encore des paroles que personne n'a réussi à entendre. Enfant volé par le programme Lebensborn, identité perdue. Sous le Troisième Reich, l'obsession nazie pour la pureté raciale a donné naissance à l'un des programmes les plus troublants et les moins compris du régime,
le Lebensborn. Officiellement présenté comme une initiative visant à soutenir les mères aryennes et à accroître le taux de natalité allemand, ce programme dissimulait une réalité bien plus sombre. Des milliers d'enfants ont été arrachés à leurs familles dans les territoires occupés, soumis à des processus de germanisation forcés et, dans de nombreux cas, ont perdu leur identité à jamais. Le programme Lebensborn, créé en 1935 sous le contrôle direct de la SS, consistait initialement en un réseau de foyers où les femmes jugées aptes racialement pouvaient accoucher en secret. Cependant, au fil de la guerre, le programme a évolué. En Europe de l'Est, notamment en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et en Union soviétique, les SS identifiaient les enfants présentant des caractéristiques physiques considérées comme aryennes et les séparaient de leurs parents, souvent par la force. Ces enfants ont été soumis à des examens raciaux et médicaux. Ceux qui répondaient aux critères ont été envoyés en Allemagne, où leurs noms ont été changés, leurs documents falsifiés, et ils ont été confiés à des familles allemandes ou placés dans des institutions d'État. Il leur était interdit de parler leur langue maternelle et on les éduquait à oublier complètement leurs origines. Pour le régime, ils n'étaient pas des personnes, mais des ressources biologiques. De nombreux parents n'ont jamais su ce qui était arrivé à leurs enfants. Dans d'autres cas, on leur a menti en leur disant que les enfants étaient morts de maladie. Les archives du programme ont été délibérément détruites durant les derniers mois de la guerre, ce qui rend extrêmement difficile la reconstitution des événements après 1945. Après le conflit, les autorités alliées ont pris conscience de l'ampleur du crime. Des tentatives ont été faites pour localiser et rapatrier les enfants enlevés, mais le processus s'est avéré chaotique et douloureux. Certains ne se souvenaient plus de leur famille biologique, d'autres refusaient de retourner dans des pays ravagés par la guerre et beaucoup n'ont jamais été identifiés. Des milliers ont grandi sans savoir qui ils étaient vraiment. L'impact psychologique fut profond. De nombreux survivants du programme Lebensborn ont raconté des années de confusion, de perte d'identité et de traumatisme. Certains ont découvert leurs véritables origines des décennies plus tard, à l'âge adulte, en retrouvant des documents cachés ou grâce à des tests génétiques modernes. Pour d'autres, la vérité ne fut jamais révélée. Le mystère des enfants volés réside non seulement dans le crime lui-même, mais aussi dans les histoires restées inachevées. Combien n'ont jamais été retrouvés? Combien sont morts sans jamais connaître leur véritable identité ni leur famille? Aujourd'hui encore, certaines personnes se soupçonnent d'avoir été victimes de ce programme et continuent de chercher des réponses. Lebensborn n'était pas seulement une politique raciale, mais une rupture délibérée des vies et des mémoires. La perte d'identité de ces enfants représente l'une des blessures les plus silencieuses de la Seconde Guerre mondiale. Un crime qui n'a pas toujours laissé de corps, mais plutôt des vides impossibles à combler dans l'histoire et dans la vie de ceux qui l'ont subi. Le train blindé nazi qui n'a jamais existé. Dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'effondrement du Troisième Reich était inévitable, des rumeurs commencèrent à circuler au sujet d'un train blindé allemand chargé d'un trésor inestimable. Selon ces récits, le convoi transportait de l'or, des bijoux, des œuvres d'art et des documents secrets et avait été envoyé vers l'ouest pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'armée rouge. Cependant, le train n'atteignit jamais sa destination et ne fut jamais retrouvé, devenant ainsi l'un des mystères les plus persistants de la guerre. L'histoire situe le voyage du train à travers les régions montagneuses et forestières d'Europe centrale, notamment dans ce qui est aujourd'hui la Pologne. Dans le chaos de l'avancée soviétique, les voies ferrées furent détruites, les tunnels condamnés et les itinéraires modifiés. On pense que le train a été intentionnellement dévié vers un lieu caché, peut-être une mine abandonnée ou un tunnel creusé spécifiquement pour le dissimuler. Ce qui ajoute au mystère, c'est l'existence de témoignages contradictoires. D'anciens cheminots et des habitants de la région ont affirmé avoir vu un train lourdement gardé disparaître dans une zone isolée. D'autres ont évoqué des ordres secrets donnés par des officiers SS, visant à dissimuler des cargaisons de valeurs loin des axes principaux. Cependant, aucun document officiel n'est jamais venu confirmer ces opérations. Au fil des décennies, de nombreuses expéditions ont été organisées pour tenter de localiser le train. À l'aide de détecteurs de métaux, de radars de sol et de fouilles coûteuses, des chasseurs de trésors ont exploré tunnels et montagnes sans parvenir à des résultats définitifs.
Chaque découverte partielle a ravivé l'espoir, mais le train n'est toujours pas apparu. Certains historiens affirment que ce train n'a jamais existé et que l'histoire est une combinaison de plusieurs transports réels, amplifiés par la légende. D'autres pensent qu'il a été démantelé et son contenu redistribué avant la fin de la guerre. Cependant, l'absence de preuves concluantes n'a pas permis de clore le débat. Ce mystère soulève également des questions troublantes quant au sort des biens pillés par les nazis. Si le train a réellement existé, son contenu représenterait une part importante des richesses jamais récupérées, appartenant dans de nombreux cas aux victimes du régime. Le train blindé nazi qui n'a jamais été retrouvé est devenu un symbole du pillage, du secret et du chaos des derniers jours du Troisième Reich. Qu'il s'agisse d'une légende amplifiée ou d'un trésor encore enfoui sous terre, son histoire perdure car elle incarne une question restée sans réponse. Qu'y a-t-il d'autre qui a disparu durant les derniers jours de la guerre et qui a profité de ce silence? La véritable mort de Benito Mussolini, version contradictoire. Le 28 avril 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin en Europe, Benito Mussolini fut capturé et exécuté par des partisans italiens. Officiellement, sa mort marqua la fin définitive du régime fasciste en Italie. Cependant, les circonstances exactes de son exécution ont fait l'objet de versions contradictoires, de témoignages divergents et de débats historiques qui n'ont pas encore été entièrement résolus. Selon la version la plus répandue, Mussolini tentait de fuir en Suisse avec sa maîtresse, Clara Petacci, cachée au sein d'une colonne allemande en retraite. Il fut reconnu, arrêté dans la ville de Dongo et conduit au village de Giulino di Mezzegra. Là, le 28 avril, ils furent tous deux exécutés par un partisan connu sous le nom de Colonel Valerio. Cette version fut officiellement adoptée par l'Italie d'après-guerre. Cependant, des doutes ont surgi dès le début. Différents partisans ont prétendu être les véritables bourreaux, offrant des récits contradictoires du lieu, de l'heure et des circonstances exactes de l'exécution. Certains affirment que Mussolini est mort le premier, d'autres que Petacci a tenté de le protéger. On ignore même qui a donné l'ordre final. À ces contradictions s'ajoute le mystère des documents que Mussolini transportait sur lui. On pense qu'il entretenait une correspondance compromettante avec des dirigeants alliés, notamment Winston Churchill. Selon certaines théories, ces documents auraient été la véritable raison d'une exécution expéditive et peu documentée, afin d'empêcher la divulgation de certaines informations. Ces documents n'ont jamais été officiellement retrouvés. Le traitement réservé au corps a également contribué au mystère. Les dépouilles de Mussolini, Petacci et d'autres dirigeants fascistes furent transportées à Milan et pendues, la tête en bas, sur la Piazzale Loreto, où elles furent humiliées par la foule. Cet acte symbolique a été largement photographié, mais il a en même temps servi à éclipser toute enquête sérieuse sur les moments qui ont précédé la mort du dictateur. Certaines théories suggèrent même que Mussolini aurait pu être assassiné avant son exécution officielle ou que des agents étrangers seraient impliqués dans sa mort. Bien que ces hypothèses manquent de preuves concluantes, elles persistent faute d'une enquête judiciaire claire et concertée. La plupart des historiens s'accordent à dire que Mussolini a été exécuté par des partisans, mais ils admettent également que le récit exact a été délibérément simplifié après la guerre afin de construire un récit politique commode. Le chaos du moment, la multiplicité des acteurs et le désir de clore rapidement le chapitre fasciste ont contribué à laisser de nombreuses questions sans réponse. La véritable mort de Benito Mussolini reste nimbée de mystère, non pas parce que sa fin est mise en doute, mais parce que des récits contradictoires nous empêchent de savoir avec certitude comment et pourquoi exactement elle s'est produite. C'est l'un de ces épisodes où il existe une version officielle, mais où les détails fragmentaires et confus continuent d'alimenter le mystère jusqu'à aujourd'hui. La base nazie secrète en Antarctique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'un des mythes les plus tenaces et controversés est celui de l'existence supposée d'une base nazie secrète en Antarctique. Cette histoire se situe généralement dans la région de Neuschwabenland, un territoire exploré par l'Allemagne en 1938 à 1939, peu avant le début du conflit. De cette expédition royale a émergé un récit qui, au fil du temps, a mêlé faits avérés, silences documentaires et spéculations. Il est vrai que l'Allemagne nazie a envoyé une mission scientifique en Antarctique à des fins stratégiques et exploratoires. L'objectif principal était de sécuriser des zones de chasse à la baleine et de revendiquer symboliquement un territoire.
Des drapeaux à croix gammées ont été largués par avion et des cartes détaillées ont été établies. Cependant, l'expédition fut brève et il n'existe aucune preuve directe que des installations permanentes aient été construites sur le continent. Le mystère a commencé après la guerre. Avec la défaite du Reich, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles de hauts responsables nazis auraient emprunté des voies secrètes pour fuir vers le sud, établissant une base souterraine en Antarctique où étaient cachés des scientifiques, des technologies de pointe et même des dirigeants du régime. Ces théories furent renforcées par le fait que certains sous-marins allemands restèrent actifs des semaines après la fin officielle de la guerre. Un autre élément clé est l'opération High Jump, une mission militaire américaine de grande envergure menée en Antarctique en 1946 à 1947. Bien qu'officiellement présentée comme une expédition scientifique et d'entraînement, son ampleur inhabituelle a alimenté les spéculations. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une opération visant à localiser ou à neutraliser une base nazie secrète. Cependant, les documents déclassifiés ne confirment pas cette interprétation. L'existence supposée de technologies allemandes de pointe a également été évoquée, liant la base antarctique à des armes secrètes ou à des projets expérimentaux. Ces hypothèses reposent généralement sur des témoignages tardifs et non vérifiés, ce qui conduit la plupart des historiens à les rejeter comme relevant de la pseudo-histoire. Le problème central réside dans l'absence totale de preuves matérielles. Malgré des décennies d'exploration scientifique internationale en Antarctique, aucun vestige d'installation nazie, de tunnels artificiels ou d'activités humaines compatibles avec une base militaire de grande envergure n'a jamais été découvert. De plus, les conditions extrêmes du continent auraient rendu presque impossible le maintien d'une installation secrète sans un soutien logistique massif. Malgré tout, le mythe persiste. L'éloignement du territoire, le peu de traces des expéditions réelles et l'aura de secret qui entoure la fin du Troisième Reich ont contribué à perpétuer cette histoire. Pour beaucoup, la base nazie en Antarctique symbolise l'idée que tous les secrets de la guerre n'ont pas été révélés, historiquement. Aucune preuve tangible ne confirme l'existence d'une base nazie secrète en Antarctique. Mais en tant que mystère culturel et symbole de la frontière entre histoire et complot, elle demeure l'une des histoires les plus fascinantes liées à la Seconde Guerre mondiale, nous rappelant comment le silence et l'inconnu peuvent se transformer en légende. La mystérieuse coupure totale d'éclairs de villes entières, sans attaque aérienne. Durant la Seconde Guerre mondiale, les blackouts étaient une mesure courante pour protéger les villes des bombardements aériens. Cependant, des rapports et des témoignages font état de blackouts totaux ayant touché des villes entières sans aucune attaque ennemie, alerte aérienne confirmée ni explication officielle claire. Ces épisodes brefs mais troublants sont devenus l'un des mystères les moins connus du conflit. Dans plusieurs pays européens, de grands centres urbains ont été soudainement plongés dans le noir complet. Il ne s'agissait pas de pannes partielles ou de défaillances isolées, mais de coupures de courant simultanées et totales qui ont affecté l'éclairage public, les usines, les transports et les communications. Le plus étrange, c'est que ces événements se sont produits à des moments où aucun raid aérien n'était prévu. Lorsque les autorités ont réagi, elles ont fourni des explications vagues, tests techniques, panne du réseau électrique ou mesures de sécurité préventive. Cependant, dans de nombreux cas, il n'y avait ni déclarations officielles détaillées, ni dossier technique complet. Cela a donné lieu à des spéculations sur la véritable cause des pannes de courant. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir d'essais secrets liés à la guerre électronique ou au sabotage interne. Au fil du conflit, les deux camps ont expérimenté le brouillage, les attaques contre les infrastructures critiques et les opérations clandestines visant à paralyser l'ennemi sans recourir au bombardement. Une panne totale aurait constitué une démonstration silencieuse de leur vulnérabilité. Une autre possibilité est qu'elle soit due à une erreur humaine ou à des défaillances des réseaux électriques surchargés par la production de guerre. Cependant, le moment des pannes et l'absence de documentation ultérieure rendent cette explication insuffisante pour certains chercheurs. D'autres témoignages établissent un lien entre ces coupures de courant et des opérations de renseignement visant à dissimuler des mouvements militaires, des évacuations secrètes ou des transports sensibles. Dans ce cas, le silence et l'absence de documents officiels seraient intentionnels. Avec le temps, nombre de ces épisodes ont été éclipsés par des événements plus importants.
Bombardements massifs, invasions et défaites décisives. En l'absence de destruction visible ou de victimes directes, les pannes d'électricité ont été considérées comme des incidents mineurs et n'ont pas fait l'objet d'enquêtes approfondies. La panne d'électricité totale et mystérieuse qui frappe des villes entières nous rappelle que la guerre ne s'est pas toujours manifestée par des explosions et des incendies. Parfois, son arme était le silence, l'obscurité soudaine et l'incertitude. En l'absence de documents clairs ou d'explications définitives, ces épisodes restent une ombre dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, une énigme qui n'a pas encore été entièrement élucidée. Le dernier secret que les dirigeants nazis ont emporté dans la tombe. À la chute du Troisième Reich, nombre de ses principaux dirigeants moururent avant d'avoir pu être jugés en bonne et due forme ou de s'exprimer librement. Certains se suicidèrent, d'autres furent exécutés, et quelques-uns passèrent des décennies en prison sans révéler tout ce qu'ils savaient. De ce silence final naît l'une des plus grandes énigmes de la Seconde Guerre mondiale. Quel fut le dernier grand secret que les dirigeants nazis emportèrent dans la tombe? Des figures clés comme Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels et Martin Bormann ont disparu sans laisser de confessions détaillées et vérifiables sur les décisions cruciales du régime. Même ceux qui ont survécu, comme Albert Speer et Rudolf Hess, ont livré des témoignages partiels, contradictoires ou manifestement incomplets. Chacun détenait des informations qui n'ont jamais été entièrement vérifiées. Parmi ces secrets potentiels figurent des accords non documentés, des réseaux financiers clandestins, des pactes informels avec des puissances étrangères, la destination finale des biens pillés et l'ampleur réelle de certains crimes. Des doutes persistent également quant à l'étendue des plans nazis d'après-guerre et aux stratégies de survie clandestines mises en œuvre après la défaite. Le problème ne résidait pas seulement dans la mort de ses dirigeants, mais aussi dans la destruction systématique des archives durant les derniers mois de la guerre. Les documents furent brûlés, enterrés ou déplacés sans laisser de traces. De nombreux témoins oculaires périrent au combat ou furent exécutés pour les réduire au silence. Le récit s'est ainsi fragmenté, dépendant de souvenirs personnels et de preuves indirectes. Les procès de Nuremberg ont révélé des horreurs inimaginables, mais même là, des lacunes flagrantes subsistaient. Les accusés se protégeaient mutuellement, minimisaient leurs responsabilités ou plaidaient l'ignorance. Dans certains cas, les interrogateurs savaient que des informations supplémentaires existaient, mais n'ont jamais pu les obtenir. Ce secret ultime n'est pas forcément un document précis ni un complot particulier, mais plutôt une vérité absolue qui n'a jamais été entièrement reconstituée. C'est la somme de ce qui n'a pas été dit, de ce qui a été caché et de ce qui a été délibérément détruit. Un vide historique créé par la peur, la culpabilité et l'opportunisme politique de l'après-guerre. C'est pourquoi, plus de 80 ans après, la Seconde Guerre mondiale continue de soulever des questions sans réponse. Non pas par manque d'informations, mais parce que ceux qui détenaient les réponses définitives ont choisi le silence. Et dans ce silence final, les dirigeants nazis emportèrent dans leur tombe un dernier secret que l'histoire, jusqu'à ce jour, n'a pas pu leur arracher.